Salut à tous. Bon, cette semaine, quelques petites pluies. J'étais prêt à attaquer les semis. Je sais pas si vous voyez. On fera le tour un petit peu ce soir ou demain. Le scissaire a fini, donc tout ce qui est broyage, je l'ai soufflé, nettoyé, graissé, jumelé, équipé du tuyau sur le côté, la trémie frontale, donc c'est prêt à semer. Mais on a eu quelques précipitations, donc changement d'activité. Je suis en train de faire les branchements des cuves, enfin des boîtiers des cuves. Il me restera simplement à faire après toute la grosse alim électrique là, mais ça ira avec la suite des travaux à faire. C'est derrière, ça évolue un peu. Donc voilà, je vous présenterai un petit peu tout ça. Là en fait, le branchement des boîtiers. Donc Antoine avait posé tous les boîtiers, ils sont livrés à part. Tous les boîtiers, donc les 4 boulons sur chaque cuve, tout du long. Et là, je suis en train de faire le branchement. Donc, la société Duraplat est venue me montrer sur le premier boîtier, faire une vidéo aussi que pour ceux qui iront au CIMA, vous pourrez voir. Donc sur l'utilisation un peu des cuves, pourquoi j'ai fait cet investissement et des questions aussi plus courantes de l'investissement cuve, voilà, si ça vous intéresse et tout. Sans parler, voilà, forcément. Globalement de ce modèle, de faire la même chose que moi je veux faire. Moi j'ai des objectifs et j'en parle un petit peu dans la vidéo, des objectifs qui sont un peu spécifiques pourquoi j'ai fait cet investissement de ces 8 cuves pour faire différents mélanges d'azote. Mais je vous avais déjà un peu présenté, on y reviendra au moment de l'utilisation au printemps. Donc là, l'opération du jour, en fait, vous voyez, ils sont livrés donc avec tous les câbles qui dépassent. Le but c'est d'aller brancher tous les câbles là-dedans parce qu'on a donc dans cette armoire tout le panneau de contrôle, donc tout ce qui est alarme de fuite. Comme c'est des doubles parois, si on a une fuite, un débordement et une fuite sur la double paroi, on a tout ce qui est alimentation pour la pompe qui permet soit si on branche d'un côté à l'autre à faire du brassage dans la cuve interne ou à aller dans une autre cuve, etc. ou vider vers le pulvérisateur. Donc tout ça, plus tout ce qui est jauge ici où on a le volume réel dans la cuve, soit la hauteur de flux, soit le volume réel. Donc ça permet de travailler, de réaliser des mélanges. Si on a une cuve vide, on peut mettre 2000 litres d'un produit, 1000 d'un autre. Voilà, vous voyez un peu le schéma de fonctionnement. Voilà, donc moi je suis en train de m'occuper aujourd'hui, comme ça fait pas mauvais mais que ça a plu, à brancher tout ça. Rien de très compliqué, il faut avoir un peu de méthodologie. Bon, bah ça c'est un tuyau d'air qui permet à la jauge, et puis après tout ce qui est contrôle des alarmes et ici l'alimentation de la pompe qui est à l'intérieur qui permet de brasser. Voilà. Allez, je continue tout ça et puis je vais vous présenter un peu la suite de ce qu'il y a eu cette semaine, là et ailleurs. Mais voilà, il n'y en a plus de ce côté. Bon, les 8 sont branchés ce coup-là. Donc j'ai branché les 7 suivantes, forcément, moi, comme la première a été faite. Tout. Donc ça, c'est tout bon, parfait. Maintenant, il n'y aura plus qu'à mettre le passe-câble propre là, comme là. Antoine est en train de décharger des semences, et chercher des semences certifiées pour les contrats blé dur, blé améliorant. Opération suivante, il faut tourner en tortillé. En fait, le passe-câble, je ne peux pas le passer avant. J'ai pas les mêmes longueurs et j'ai des chutes, vous voyez, partout à recouper. Donc je leur enfile après, mais bon, il faut tortiller un peu. Le but, c'est de faire ce qui est là. Vous voyez, comme ça, je ressors, c'est propre. Tous les câbles sont passés et ça pendouille pas n'importe comment. Voilà. Allez, je continue tout ça. Donc voilà, installation des armoires finies, raccordées, donc toutes les cuves. Maintenant, ce qui me reste simplement à faire, c'est avec l'alimentation, j'avais prévu une gaine, donc c'est faire un coffret de dérivation et brancher en série les 8 cuves. De façon à pouvoir travailler avec les 8 cuves, pas forcément les 8 en même temps, bien sûr, mais avec 2 pour rebalancer dans une 3e, pour faire un mélange, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là, je suis en train de vous faire voir avec une petite batterie. Je vous la présenterai d'ailleurs, cette batterie. C'est assez utile en fait, je vois pas trop l'intérêt au départ, mais alors, je vous expliquerai un petit peu mieux. Moi, comme je fais de la taille un peu avec la perche qui est sur batterie, ça permet de recharger la batterie, enfin c'est plutôt pas mal du tout. Et j'ai en plus des panneaux solaires qui viennent recharger cette batterie là pour recharger la suivante, enfin bon, c'est plutôt pas mal. Mais je vous la présenterai dans une vidéo, celle-là, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc moi ce que je voulais, voilà, c'est brancher toutes mes armoires et vous faire voir un petit peu le fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc là-dessus on a donc l'alimentation de la pompe de brassage
Si on veut brasser simplement, je vais me faire, je vais pas en faire 8, hein, mais je vais en faire 2 je pense, pour pouvoir brasser 2 cuves à la fois si j'ai besoin. C'est plus les produits soufrés qui ont tendance à se déposer dans le fond. 14-48 un petit peu, donc azote, phosphore, mais plutôt tout ce qui est thiosulfate. Donc le but c'est de faire un raccord 2 pouces, 3 pouces, on ouvre les 2 vannes et on met à brasser, ça tourne à l'intérieur de la cuve. Et quand on veut faire un mélange, c'est pareil. Le but, ça serait, voilà, on met tous les produits, 1000 litres d'un, 2000 litres de l'autre, etc. Bref. Et hop, on met ensuite à brasser, comme ça on a un mélange homogène. Un mélange homogène dans la cuve, qu'on puisse après mettre dans le pulvé, et toujours brasser dans le pulvé. Ça, c'est pas une contrainte là-dessus. Donc là, on a le panneau de contrôle avec le système d'alarme de fuite. Comme c'est des doubles parois, 25 000 litres à l'intérieur, 30 000 litres avec la double paroi, donc 5 000 litres de double paroi de rétention. Le but, c'est pas de la faire déborder, mais ça peut arriver. Il faut repomper tout ça, il ne faut pas la laisser pleine, hein, bien sûr. Sinon, ça fait monter la cuve intérieure et après, on peut avoir des soucis là-haut. Donc, on a l'alarme de fuite et l'alarme de remplissage, qui sont désactivables de l'extérieur avec justement cette commande là et le gyrophare quand elle est en route. Donc ensuite le volucompteur. Donc on a le volucompteur. Ici vous le voyez, on a 3,49 m de liquide dans la cuve. Donc on l'a soit en hauteur et vous voyez en graduation par rapport à la hauteur de la cuve, ou on l'a en litrage. L'avantage c'est qu'on l'a en litrage, donc quand on le met en litrage et qu'on met à pomper pour transvaser une autre, on sait réellement ce qu'on enlève de la cuve. Donc là c'est vraiment l'avantage aussi, c'est plutôt pas mal. Si on veut faire un mélange, ce que je vous dis, on met à 20 litres près, on va pouvoir mettre à peu près ce qu'on veut dans une cuve pour réaliser un mélange tel qu'on veut réellement. Par rapport aux objectifs que je vous avais déjà fixés, c'est pouvoir... Donc cette année j'ai réussi à trouver de l'azote liquide avec du thiosulfate tout formulé. Mais je pourrais avoir une cuve de thiosulfate, donc c'est-à-dire de l'azote et du soufre, mais en très grande quantité de soufre. De la solution 39 traditionnelle, hein, avec les 3 formulations d'azote, je ne reviens pas dessus, Marc avait fait une vidéo là-dessus. Et du 1448, c'est les produits essentiellement que je risque d'utiliser. Donc soit solution thiosulfate, il y a 2 formulations, azote liquide, donc ça fait une 3e, thiosulfate pur, 1448. Donc c'est 5 produits que je pourrais utiliser. Moi cette année, ça va être donc les 3 premières ont été remplies déjà. De la même façon, elles ont une semi chacune avec de la solution thiosulfate, donc plutôt dosé fort en thiosulfate, en soufre. Donc ça sera un produit plutôt axé tous les apports sur colza, comme c'est une culture qui nécessite pas mal de soufre, et premier apport sur blé. Donc où là je veux moi faire un mélange avec à peu près 100 litres de cet azote thiosulfate avec 80 à 100 litres selon les parcelles de 1448. Le but, apporter de l'azote, du phosphore et du soufre. Voilà. Donc vous voyez un peu le principe de ce que je veux faire. J'y reviendrai quand ça sera totalement fini avec le chemin de câble, brancher tout ça. Ça me reste voilà tous les tuyaux. Il faut que je commande des tuyaux, des raccords pour pouvoir faire après. Pouvoir brasser un peu tous les mélanges. Et il faudra bien penser que quand je veux faire les formulations les plus traditionnelles, les mettre sur l'extérieur du stockage, comme elles sont toutes alignées. Les cuves, enfin la cuve qui peut faire du mélange, la garder plutôt au milieu, la 4 ou la 5, hein, et la cuve qui aurait du thiosulfate pur, si d'aventure je travaille avec du thiosulfate pur, plutôt la garder sur la 3 voire la 6 par exemple, hein, voilà un peu le but du fonctionnement, ce que je recherchais à terme. Donc quand c'est tout allumé, tout branché en série, c'est que là je me sers de la batterie, j'ai pas à ouvrir l'armoire, comme j'ai le panneau de contrôle ici avec la pompe et un interrupteur ici. Il y a juste à brancher, ouvrir les vannes et ça tourne. Voilà. Bon, qui est de saison aussi, les semences commencent à rentrer, les semences certifiées. Ça me manque aujourd'hui, je crois, 2 ou 3 big bags d'une variété de blé dur qui ne va pas se semer tout de suite. Les 3 big bags que vous voyez là-bas, c'est déjà du blé dur. Ça, c'est du blé améliorant, toute la longueur. Donc ça rentre tout doucement. J'ai aussi d'autres big bags que je vais vous faire voir après là-bas. Plus 2 roues là, roues de broyage. Bon, j'ai fini tout ce qui est broyage. Petite modif qu'il y aura à intervenir sur le broyeur. Le but, ça sera de, je pense, jumeler les 2 roues extérieures pour revenir à 6 roues de jauge au lieu de 4.
et j'en recommanderais une troisième pour faire une roue de secours parce que j'ai crevé sur une des roues et quand on en a 4 et qu'on crève, et ben c'est pas terrible pour le broyage. Donc bon, j'ai réussi à me dépanner et à pouvoir tourner un peu en attendant que le dépanneur vienne. Et bon, c'était pas le top, mais bon, ça c'est fait. Donc là ici, là-bas il y avait la brochard, la 8 tonnes pleine de semences aussi. Là tous les box sont pleins. Et là encore de la semence certifiée. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'orge cette année. Première année où je vais mettre de l'orge d'hiver. Je ne l'ai pas semé encore. Étant donné les conditions avec des 20 degrés passés, je préfère tarder un petit peu parce que même si c'est une variété tolérante JNO, donc puceron, virose, mais puceron, pas cicadelle. Donc je préfère tarder un peu, ça évite un insecticide et puis qu'elle soit trop développée avant l'hiver. Là-bas, j'ai ma palette, toutes les semences pour faire mon mélange l'année prochaine, parce que vous savez, cette année, j'avais fait un mélange en végétation et que je vais semer majoritairement sur toutes mes places de maïs, donc avec des variétés plutôt résistantes, fusariose, donc qui est une maladie assez connue derrière des places de maïs. Donc l'orge, du triticale, de l'avoine et du pois. Pourquoi? Parce que ces 3 dernières cultures vont être mélangées dans la même pour faire du métail grain, chose que j'avais déjà moissonné avec la moissonneuse batteuse qui se moissonne très bien, plutôt propre en plus, pour des terrains limitants. Vous verrez, ça va dans les projets à venir, pourquoi je mets ça en place sur l'exploitation. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'avancé? Donc là-bas oui, j'ai la brochard qui est pleine, ce que je vous disais, de semences. Donc oui, ça fait une grosse quantité de semences, je sais, mais vous devez comprendre. Plus, il y en a encore derrière là-bas, derrière le cicère, je ne sais pas si vous avez vu. Le cicère a été préparé, comme il a fini tous les broyages, je voulais vraiment finir tous les broyages, donc il a été jumelé, la trémie frontale. Par contre, il a rien derrière, parce que étant donné les conditions climatiques, je ne sais pas si je vais attaquer 750A ou combiner de semis, ça sera l'un ou l'autre. Là, il y a encore donc des big bags de semences pour une autre variété sous contrat. Fenêtre, porte pour le futur atelier. Ça, elle avait été nettoyée, enfin soufflée complète, pas lavée, mais soufflée complète, le cueilleur et la batteuse, comme ça c'est propre pour hiverner, comme elle a fini la campagne. Donc ça a avancé quand même. Maintenant je vais vous faire voir pourquoi j'ai broyé. Je vous ai pas fait d'image parce que on a bombardé un petit peu. Je vais vous faire voir pourquoi j'ai broyé, l'objectif de tout ça. Bon là aussi, tant qu'on en est là, je suis toujours vers le domaine, hein. Tant qu'on en est là, là il y avait les haricots rames, pas récoltés, les haricots nains, pas récoltés. Problème climato de l'année, ils ne finissaient pas, il y a eu 2 floraisons, des grains verts, ça aurait jamais mûri, le gel les avait un peu chatouillés. Donc ça a été broyé, passé au calidisque, mais c'est pas ça réellement que je voulais vous faire voir. Alors, les haricots, ça va être une culture compliquée je pense à terme sur mon exploitation vu la climato parce que les résultats sont pas à la hauteur de ce qui était escompté. Bref, c'est comme ça. Pourquoi je broie? Le but de broyer les cannes, vous voyez, sont réduites en bûchettes plus petites. On a un parasite qui est très présent dans notre zone sur les maïs qui s'appelle la pyrale. La pyrale, c'est un papillon qui vient pondre dans la canne. Ensuite, une chenille qui vient percer toute la canne et faire verser des maïs. Le problème, c'est qu'après la culture de maïs, ces larves restent dans les cannes. Donc si c'est pas rebroyé finement, on a tendance aussi à, et qu'on n'a pas des hivers très marqués en termes de gel, à avoir une prolifération de cet insecte, enfin de ce papillon du moins. Et le but, moi, voilà, c'est vraiment réduire ça pour limiter sur la pyrale par rapport aux parcelles voisines qui pourraient être en maïs l'année prochaine, mais aussi d'accélérer la décomposition. Là, vous allez voir 2 choses en même temps. C'est que la parcelle, elle n'est pas seulement broyée, celle-là. Elle est broyée et elle a été passée au calidisque. Donc vous pouvez voir le chantier que ça a fait. De la terre fine, avec des petites mottes. Et là, on en vient à la deuxième chose, c'est que vous avez vu le cicère qui était jumelé. Objectif semi, combiné 750A, ça vous connaissez. Mais maintenant que j'ai le calidisque, je veux faire, si je peux, cette année, sur une bonne surface de maïs notamment, de tournesol possiblement, du semis à la volée, au distributeur d'engrais, et le recouvrir avec le calidisque. Parce que là, ça vous donnerait un aperçu du semis que je peux faire.
sauf que le grain serait brassé dans ce flux de terre, 5 cm de terre. Alors là par contre, j'allais un petit peu trop profond par rapport à cet objectif là. On verra dans les vidéos futures, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, selon comment les travaux peuvent avancer par rapport à la météo. Aujourd'hui on a grand soleil, mais c'était pas le cas hier et avant-hier. Donc le but, voilà, c'est faire un peu ça pour avoir du débit de chantier, un coût d'implantation réduit et une facilité de passage, parce que le Calidisc passe plus facilement dans du terrain humide. Et vous savez très bien qu'avec le 750, la moindre pluie, je suis vite calé avec et on se retrouve au combiné, voire au combiné sans paquet. Et alors là, le débit de chantier baisse énormément, le coût d'implantation monte un petit peu. Que là, ça serait beaucoup plus économique et rapide. Voilà. Donc ça, c'est un des projets à mettre en place pour les semaines à venir, que je vais essayer de réaliser. L'autre, il est là, les colzas, il y en a là, il y en a derrière l'autoroute, vous le voyez peut-être à peine là comme ça. Ils ont bien poussé, ils sont beaux, on est content, mais ils sont à mon goût un peu trop beaux. Surtout que bon, on a encore 10 jours avec des températures maxi qui montent à 20 degrés. On a eu 7-8 mm là d'eau encore. Moi j'avais pas besoin d'eau très honnêtement, parce que j'en ai assez pour faire les semis, et j'aurais bien aimé que les colzas souffrent un peu du manque d'eau pour que ça les calme. Alors après bon, ils sont hauts, mais si vous les voyez là, je peux vous arracher un pied, bon à mon avis me coller, non si, bon l'avantage c'est qu'on voit ils pivotent bien, j'ai cassé le pivot, mais la structure est bonne. Là, je vous rappelle, ça c'est la parcelle où j'avais essayé le 250R avec le Pottinger. Mais au Carat, ça fait le même résultat, hein, si vous voulez. Alors, on voit beaucoup de feuillage, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas d'élongation. Le problème, c'est si on a une élongation du colza à cette époque, on est tout peine fin octobre, donc ça fait vraiment tôt. Donc ça, faudra éviter. Voilà. Bon, là, dans la partie, tous ces colzas, là, ils avaient reçu aussi... fumier de poulet, 1846 localisé dans la ligne de semis. C'est toujours le dilemme en colza, c'est de chercher à avoir des colzas forts qui soient résistants aux insectes à cette époque, mais qui soient pas trop forts avant l'hiver. Et ne connaissant pas et n'ayant pas de météo précise à 3 mois, c'est compliqué de prendre les bonnes décisions. Il y avait aussi le choix de faire un régulateur, j'ai pas voulu le faire, je le regrette peut-être même un peu aujourd'hui. Le problème c'est que je peux pas le faire maintenant, c'est trop tard. Bon, je vous rappelle pas, oui, j'ai pas fait régulateur, le terme. Un régulateur de végétation aurait permis de freiner la végétation. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un frein naturel de la végétation par du froid ou par du sec, même si c'est pas bien pour tout, mais du sec, ça aurait permis de tasser. Et comme il y a eu du fumier de poulet et de la fertie, même légère, localisée dans la ligne de semis, ils se retrouvent pas en fin d'azote. Souvent, à la fin d'automne, on a des colzas qui se tassent parce qu'ils ont une fin d'azote, ils n'ont plus rien à manger. Mais là, c'est pas le cas, parce qu'il y a de la minéralisation, comme on a eu de l'eau, et comme on a de la température aussi. Donc de la minéralisation qui amène des éléments nutritifs pour le colza. Autre point, bon, je vais pas aller dedans. Le bâtiment stockage matériel a bien avancé. Il est pareil sur l'autre pignon, hein. Ça reste simplement ce trou-là à boucher. Il n'est pas bouché parce que il y avait du vent ces 2 derniers jours. Donc ils n'ont pas voulu se mettre après les tôles de bardage justement là-dessus. Donc ils en avaient fait un petit peu dans la semaine, oui. Ils en ont refait hier à un moment où il n'y avait pas de vent. Sinon, ils ont commencé l'atelier. Donc de poser les poteaux de l'atelier. Les charpentes sont là, ça manque les panneaux sandwich parce que ça va être un bâtiment qui est isolé. Donc ça avance tranquillement. Les panneaux devraient arriver d'ici 15 jours. Donc le temps qu'ils montent toute l'ossature, tous les renforts, les poteaux de bardage. Et je vous présenterai un peu parce que ici c'est pas très matériel. Ici il va y avoir une porte motorisée sectionnelle isolée de 6 mètres de large par 100 mètres de haut. Il y en aura une autre donc ici dans cette ferme là, que vous voyez là. Et toute la partie du bout là, la dernière ferme là que vous voyez. Donc ça, sur une grande partie de la longueur, ça sera bureau sanitaire propre. Donc voilà un peu l'atelier, mais j'y reviendrai, comment ça va évoluer. Par contre, ce bâtiment-là, contrairement à l'autre, il va être repavé caillou, il sera bétonné à terme, mais pas tout de suite. Par contre, celui-là, il sera de béton quartz dès le départ. Donc voilà un petit peu l'avancée où j'en suis. Suite aux moissons de maïs, j'espère que la vidéo de la semaine dernière vous avez plu un peu. C'est compliqué de vous faire des grandes vidéos là toutes les semaines. Je cours un petit peu partout avec tous les projets.
Mais voilà, je voulais vous faire un point un peu d'où j'en étais et de ce qu'il pouvait avoir dans les 1 à 2 semaines à venir, de ce que j'ai pu avancer, de ce qu'ils ont pu avancer aussi sur les bâtiments. Là, on va vraiment se lancer dans les semis. Le but, c'est si on peut semer une grande surface assez rapidement dans les 7-10 jours à venir, de façon à ce qu'après, j'avais pris déjà de l'avance, vous l'avez vu dans les travaux, sur tout ce qui est labour d'hiver et choses comme ça, parce qu'on avait des bonnes conditions et en plus, ça s'est très bien arrangé. Donc on verra la gestion de tout ça en adventice, ça s'est même pas sali, donc c'est plutôt bien, tant mieux. Et le but c'était vraiment de se libérer du temps pour après travailler à l'aménagement de la cour, le branchement des bâtiments, etc. quoi. Là ça me restera encore les 2 sapins, là, bon, celui qui a été tété, cassé par la tempête il y a 2 ans, l'autre là, plus le bout de tuyau. On enlève, on terrasse et on agrandit la cour pour entrer dans le bâtiment ensuite. Donc comme ça, ça sera un petit peu plus propre et puis surtout beaucoup plus fonctionnel. Là j'aurai une cour qui sera bien plus large pour pouvoir rentrer avec les outils longs, etc. Bon, juste pour vous donner un repère, vous voyez, c'est le 8000 Kali 10 dedans, vous voyez un petit peu voilà, le volume de l'hangar. Allez, moi je vous laisse sur ces dernières nouvelles et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Des bâtiments, des travaux, des semis, on verra tout ce qui pourra se passer. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.